Chapitre 7. Je n'ai pas besoin de vous dire quelle était ma famille, vous la connaissez. Ma mère, puis des parents éloignés, voilà tout. J'avais quelque fortune. Hélas, oui, interrompis-je, et plût au ciel que vous eussiez été pauvre. Mon père, continua Pauline, sans paraître remarquer le sentiment qui m'avait arraché mon exclamation, laissa en mourant 40 000 livres de rente à peu près. Comme je suis fille unique, c'était une fortune. Je me présentais donc dans le monde avec la réputation d'une riche héritière. « Vous oubliez, dis-je, celle d'une grande beauté, jointe à une éducation parfaite. »« Vous voyez bien que je ne puis pas continuer, » me répondit Pauline en souriant, « puisque vous m'interrompez toujours. »« Oh, c'est que vous ne pouvez pas dire comme moi tous les faits que vous produisîtes dans ce monde. C'est que c'est une partie de votre histoire que je connais mieux que vous-même. C'est que, sans vous en douter, vous étiez la reine de toutes les fêtes. Reine à la couronne d'hommage, invisible à vos seuls regards. C'est alors que je vous vis. La première fois, ce fut chez la princesse Belle. Tout ce qu'il y avait de talent et de célébrité était réuni chez cette belle exilée de Milan. On chanta. Alors, nos virtuoses de salon s'approchèrent tour à tour du piano. Tout ce que l'instrumentation a de science et de chant de méthode se réunirent d'abord pour charmer cette foule de dilettanti, étant toujours de rencontrer dans le monde ce fini d'exécution que l'on demande et qu'on trouve si rarement au théâtre. Puis quelqu'un parla de vous et prononça votre nom. Pourquoi mon cœur battit-il à ce nom que j'entendais pour la première fois? La princesse se leva, vous prit par la main et vous conduisit presque en victime à cet hôtel de la mélodie. Dites-moi encore pourquoi, en vous voyant si confuse, eus-je un sentiment de crainte comme si vous étiez ma sœur, moi qui vous avais vue depuis un quart d'heure à peine. Oh, je tremblais plus que vous, peut-être. Et certes, vous étiez loin de penser que dans toute cette foule, il y avait un cœur frère de votre cœur, qui battait de votre crainte et allait s'enivrer de votre triomphe. Votre bouche sourit. Les premiers sons de votre voix, tremblants et incertains, se firent entendre. Mais bientôt, les notes s'échappèrent, pures et vibrantes. Vos yeux cessèrent de regarder la terre et se fixèrent vers le ciel. Cette foule qui vous entourait disparut, et je ne sais même pas si les applaudissements arrivèrent jusqu'à vous, tant votre esprit semblait planer au-dessus d'elle. C'était un air de Bellini, mélodieux et simple, et cependant plein de larmes, comme lui seul savait les faire. Je ne vous applaudis pas, je pleurais. On vous reconduisit à votre place, au milieu des félicitations. Moi seule n'osais m'approcher de vous. Mais je me plaçais de manière à vous voir toujours. La soirée reprit son cours. La musique continua d'en faire les honneurs, secouant sur son auditoire enchanté ses ailes harmonieuses et changeantes. Mais je n'entendis plus rien. Depuis que vous aviez quitté le piano, tous mes sens s'étaient concentrés en un seul. Je vous regardais. Vous souvenez-vous de cette soirée ? Oui, je crois me la rappeler, dit Pauline. Depuis, continua-je, sans penser que j'interrompais son récit, depuis j'entendis encore une fois non pas cet air lui-même, mais la chanson populaire qui l'inspira. C'était en Sicile, vers le soir d'un de ces jours comme Dieu n'en a fait que pour l'Italie et la Grèce. Le soleil se couchait derrière Girgenti, la vieille agrigeante. J'étais assis sur le revers d'un chemin. J'avais à ma gauche, et commençant à se perdre dans l'ombre naissante, toute cette plage couverte de ruines, au milieu desquelles ces trois temples seuls restaient debout. Au-delà de cette plage, la mer, calme et unie comme un miroir d'argent. J'avais à ma droite la ville, se détachant en vigueur sur un fond d'or, comme un de ces tableaux de la première école florentine qu'on attribue à Gaddi ou qui sont signés de Cimabue ou de Giotto. J'avais devant moi une jeune fille qui revenait de la fontaine, portant sur sa tête une de ces longues amphores antiques à la forme délicieuse. Elle passait en chantant, et elle chantait cette chanson que je vous ai dite. Oh, si vous saviez quelle impression je ressentis alors. Je fermai les yeux, je laissai tomber ma tête dans mes mains. Mer, cité, temple, tout disparut. Jusqu'à cette fille de la Grèce, qui venait comme une fée de me faire reculer de 3 ans et de me transporter dans le salon de la princesse Belle. Alors je vous revis. J'entendis de nouveau votre voix. Je vous regardais avec extase,
Puis tout à coup, une profonde douleur s'empara de mon âme, car vous n'étiez déjà plus la jeune fille que j'avais tant aimée, et qu'on appelait Pauline de Meulien. Vous étiez la comtesse Euras de Beuzeval. Hélas, hélas. Oh oui, hélas, murmura Pauline. Nous restâmes tous deux quelques instants sans parler. Pauline se remit la première. Oui, ce fut le beau temps, le temps heureux de ma vie, continua-t-elle. Oh, les jeunes filles, elles ne connaissent pas leur félicité. Elles ne savent pas que le malheur n'ose toucher au voile chaste qui les enveloppe et dont un mari vient les dépouiller. Oui, j'ai été heureuse pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ce fut à peine si ce soleil brillant de mes jeunes années s'obscurcit un jour, et si une de ces émotions innocentes que les jeunes filles prennent pour de l'amour y passa comme un nuage. L'été, nous allions dans notre château de Meulien. L'hiver, nous revenions à Paris. L'été se passait au milieu des fêtes de la campagne, et l'hiver suffisait à peine au plaisir de la ville. Je ne pensais pas qu'une vie si pure et si sereine pût jamais s'assombrir. J'avançais, joyeuse et confiante. Nous atteignîmes ainsi l'automne de 1830. Nous avions pour voisine de villégiature Madame de Lucienne, dont le mari avait été un grand ami de mon père. Elle nous invita un soir, ma mère et moi, à passer la journée du lendemain à son château. Son mari, son fils et quelques jeunes gens de Paris s'y étaient réunis pour chasser le sanglier, et un grand dîner devait célébrer la victoire du moderne Méléagre. Nous nous rendîmes à son invitation. Lorsque nous arrivâmes, les chasseurs étaient déjà partis. Mais comme le parc était fermé de murs, nous pouvions facilement les rejoindre. D'ailleurs, de temps en temps, nous devions entendre le son du cor. Et, en nous rendant vers lui, nous pouvions prendre tout le plaisir de la chasse sans en risquer la fatigue. Monsieur de Lucienne était resté pour nous tenir compagnie, à sa femme, à sa fille, à ma mère et à moi. Paul, son fils, dirigeait la chasse. À midi, le bruit du cor se rapprocha sensiblement. Nous entendîmes sonner plus souvent le même air. Monsieur de Lucienne nous dit que c'était la vue, que le sanglier se fatiguait, et que, si nous voulions, il était temps de monter à cheval. Dans ce moment, un des chasseurs arriva au grand galop, venant nous chercher de la part de Paul, le sanglier ne pouvant tarder à faire tête au chien. Monsieur de Lucienne prit une carabine qu'il pendit à l'arçon de sa selle. Nous montâmes à cheval tous 3 et nous partîmes. Nos 2 mères, de leur côté, se rendirent à pied dans un pavillon autour duquel tournait la chasse. Nous ne tardâmes point à le rejoindre. Et, quelle qu'ait été ma répugnance d'abord à prendre part à cet événement, bientôt le bruit du cor, la rapidité de la course, les aboiements des chiens, les cris des chasseurs nous atteignîmes nous-mêmes, et nous galopâmes, Lucie et moi, moitié riant, moitié tremblant, à l'égal des plus habiles cavaliers. 2 ou 3 fois, nous vîmes le sanglier traverser des allées, et chaque fois les chiens le suivaient, plus rapprochés. Enfin, il alla s'appuyer contre un gros chêne, et se retourna, et fit tête à la meute. C'était au bord d'une clairière, sur laquelle donnaient justement les fenêtres du pavillon, de sorte que Madame de Lucienne et ma mère se trouvèrent parfaitement pour ne rien perdre du dénouement. Les chasseurs étaient placés en cercle à 40 ou 50 pas de distance du lieu où se trouvait le combat. Les chiens, excités par une longue course, s'étaient jetés tous sur le sanglier, qui avait presque disparu sous leur masse mouvante et tachetée. De temps en temps, un des assaillants était lancé à 8 ou 10 pieds de hauteur et retombait en hurlant et tout ensanglanté. Puis il se rejetait au milieu de la meute et, tout blessé qu'il était, revenait contre son ennemi. Ce combat dura un quart d'heure à peine, et plus de 10 ou 12 chiens étaient déjà blessés mortellement. Ce spectacle sanglant et cruel devenait pour moi un supplice, et le même effet était produit à ce qu'il paraît sur les autres spectateurs. Car j'entendis la voix de Madame de Lucienne qui criait « Assez, assez ! Je t'en prie, Paul, assez !» Aussitôt, Paul sauta en bas de son cheval, sa carabine à la main, et fit quelques pas à pied vers le sanglier, l'ajusta au milieu des chiens et fit feu. Au même instant, car ce qui se passa fut rapide comme un éclair, la meute s'ouvrit. Le sanglier blessé passa au milieu d'elle, et avant que Madame de Lucienne elle-même eût le temps de jeter un cri, il était sur Paul. Paul tomba renversé, et l'animal furieux, au lieu de suivre sa course, s'arrêta, acharné sur son nouvel ennemi.
Il y eut alors un silence terrible. Madame de Lucienne, pâle comme la mort, les bras tendus vers son fils, essayait de parler et murmurait d'une voix presque inintelligible « Sauvez-le, sauvez-le !» Monsieur de Lucienne, qui était le seul armé, prit sa carabine et voulut ajuster l'animal. Mais Paul était dessous. La plus légère déviation de la balle, et le père tuait le fils. Un tremblement convulsif s'empara de lui. Il vit son impuissance et, laissant tomber son arme, il courut vers Paul en criant « Au secours, au secours !» Les autres chasseurs le suivirent. Au même instant, un jeune homme s'élança à bas de son cheval, sauta sur le fusil, et de cette voix ferme et puissante qui commande « Place !» cria-t-il. Les chasseurs s'écartèrent pour laisser passer le messager de mort qui devait arriver avant eux. Ce que je viens de vous dire s'était passé en moins d'1 minute. Tous les yeux se fixèrent aussitôt sur le tireur et sur le terrible but qu'il avait choisi. Quant à lui, il était ferme et calme, comme s'il eût sous les yeux une simple cible. Le canon de la carabine se leva lentement de terre, puis, arrivé à une certaine hauteur, le chasseur et le fusil devinrent immobiles comme s'ils étaient de pierre. Le coup partit, et le sanglier, blessé à mort, roula à 2 ou 3 pas de Paul, qui, débarrassé de son adversaire, se releva sur un genou, son couteau de chasse à la main. Mais c'était inutile. La balle avait été guidée par un œil trop sûr pour qu'elle ne fût pas mortelle. Madame de Lucienne jeta un cri et s'évanouit. Lucie s'affaissa sur son cheval et serait tombée si l'un des piqûres ne l'eût soutenue. Je sautai à bas du mien et je courus vers Madame de Lucienne. Quant aux chasseurs, ils étaient tous autour de Paul et du sanglier mort, à l'exception du tireur qui, le coup parti, reposa tranquillement sa carabine contre le tronc d'un arbre. Madame de Lucienne revint à elle dans les bras de son fils et de son mari. Paul n'avait qu'une légère blessure à la cuisse, tant s'était passé rapidement ce que je viens de vous raconter. La première émotion effacée, Madame de Lucienne regarda autour d'elle. Elle avait toute sa gratitude maternelle à exprimer à un homme. Elle cherchait le chasseur qui avait sauvé son fils. Monsieur de Lucienne devina son intention et le lui amena. Madame de Lucienne lui saisit la main, voulut le remercier et fondit en larmes, et ne put prononcer que ces mots. « Oh, monsieur de Beuzeval !